cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Avec le soutien de Pays d'Oc, Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin, propose une série de capsules dans lesquelles nous abordons avec mes invités, vignerons, négociants, caves coopératives, l'évolution des modes de consommation et leur impact sur la stratégie commerciale. Ces captures de moments ont été enregistrées lors du salon de Wine Paris. Vous aurez en arrière-plan l'ambiance des salons bien connus. Découvrons ensemble comment les producteurs également engagés en RSE s'adaptent aux nouvelles tendances. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Donc mon nom c'est Jérôme Joseph, je suis le dirigeant de la maison Calmel et Joseph, qui est une société de négoce, producteur négoce. Mais la maison Calmel et Joseph, elle a été créée en 1995, donc on a démarré notre activité en tant que négociant, et on a une spécificité, c'est qu'on est négociant sur sélection parcellaire, c'est-à-dire qu'on sélectionne des parcelles sur l'ensemble du territoire, en Languedoc et en Roussillon. Et sur la base de ces parcelles, on fait un suivi de vignobles, on détermine les dates de vendange, on fait les vinifications sur site, puis ensuite on travaille sur les élevages et nos assemblages. Puis après on envoie des camions qui récupèrent en fait les pourcentages de nos cuvées pour réaliser nos cuvées finales. Et soit c'est assemblé au camion, soit c'est assemblé dans les centres de conditionnement. Donc ça c'est notre activité principale. Donc, on a actuellement 90 partenaires sur l'ensemble de la région avec lesquels on travaille. Et en 2015, on a acheté un domaine qui est situé en Corbière, sur la partie la plus continentale de l'appellation. Donc, on est les plus éloignés de la mer. On est à la limite, on a les dernières vignes avant de basculer en Limoux, Malepère ou Cabardès. Donc, on est vraiment sur une frontière climatique. On est à 300-400 mètres d'altitude. Et là, on a 200 hectares qu'on travaille en biodiversité culturelle. Donc, on a des vignes, on a des oliviers, on fait des cultures de blé ancien, on a des fruitiers, enfin voilà, on a tout un ensemble de choses. Des foresteries, etc. Exactement. Donc, ça, c'est un domaine voilà, qui véhicule toutes les valeurs qui défendent l'image de notre maison. Très bien. Merci pour cette présentation. Alors, après cette présentation, comment vous positionnez-vous sur le marché en France et à l'export, au niveau des pourcentages de vente, par exemple? Au niveau des pourcentages de vente, on fait 85% à l'export et 15% en France. Voilà, donc ça, c'est notre positionnement de distribution. Avant le domaine, on était à 100% export. Mais depuis qu'on a acheté le domaine, on s'est positionné également sur le marché français. Très bien. Alors, les consommateurs, aujourd'hui, cherchent de plus en plus de vins hybrides, bio, à faible impact carbone, enfin, plus légers. Est-ce que ça influence vos choix stratégiques? Bien sûr qu'on est à l'écoute des marchés, bien sûr qu'on écoute les nouveaux modes de consommation, etc. Mais on reste quand même, nous, toujours dans l'univers du vin. C'est-à-dire, on veut bien faire des vins avec des niveaux d'alcool un peu moindres, des vins, entre guillemets, légers. Mais voilà, par exemple, les vins sans alcool, on le regarde, mais c'est pas quelque chose qui nous attire pour le moment. On pense que au niveau technologique, on n'est pas arrivé à quelque chose qui permette de rester réellement dans l'univers du vin. L'interprofession Pays d'Oc propose plusieurs dispositifs pour accompagner les producteurs sur les questions de RSE, donc de durabilité. Vous en bénéficiez et comment cela vous aide concrètement? Sur quelles actions? Mais il y a un an à peu près, j'ai rencontré Florence et on a discuté notamment de ce que pouvaient apporter les fûts, donc servir des vins IGP Oc en fût. Donc on parle en fût inox ou alu, inox, comme les bières.
exactement comme la bière. Et donc, on a mis enfin, j'ai présenté, moi, ce que je pensais être un gros avantage de servir les vins de cette manière par rapport à une évolution de la consommation qui est quand même celle, beaucoup de vins qui sont servis au verre. Donc, il y a une certaine, enfin, ça n'est pas du tout, comment dire, écologique, hein, que d'envoyer une bouteille de l'autre côté de la planète pour servir juste cette verre. Donc, il y a un vrai intérêt peut-être à se tourner vers des solutions comme le fût, Qui a déjà fait ses preuves avec la bière, qui a finalement, fait qui déjà fait fait le la tour du preuve monde. exactement. Et, mais en défendant une marque. C'est-à-dire que ce que je pense qui est important, c'est de proposer ce genre de prestations et de contenants, en tous les cas, en défendant la marque des vins que l'on met déjà en bouteille. Voilà. Comme la bière d'ailleurs. La bière, elle défend des marques. Vous ne vous dites pas je veux une bière. Vous dites je veux telle ou telle bière. Et c'est exactement ce qu'il faut que l'on propose également avec les fûts. C'est-à-dire je veux tel ou tel vin, que ce soit un chardonnay, mais c'est un chardonnay Villa Blanche, ou c'est un chardonnay de tel producteur ou de tel autre. Donc c'est cette notion-là qu'il faut défendre par l'intermédiaire des fûts. D'accord. Et donc, du coup, c'est une action qui a vraiment été mise en place déjà. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors nous, on a un client historique, notamment au Japon, avec qui on travaille depuis de nombreuses années et auquel on fournit des fûts. Voilà, donc on a atteint un niveau quand même relativement élevé en matière de fûts. Donc c'est cet exemple-là que j'ai pris pour essayer de développer ça sur d'autres marchés en Europe ou même aux États-Unis, etc. Aux États-Unis, pareillement, c'est très usuel d'utiliser des fûts, même sur des vins de qualité supérieure, qui se vendent relativement cher. Ça ne les choque pas, en tous les cas, de ça casse pas les servir. codes. Ça casse pas les codes, exactement. Ça ne les choque pas de servir un verre de vin, d'un vin haut de gamme. Voilà. D'accord. Et alors, pour en revenir à Pays Doc, comment ils vous ont accompagné dans cette démarche d'associer les Depuis un an, Pays Doc a mis en place différentes actions avec différentes animations où donc ils proposent des cocktails. Enfin, ils utilisent ce système-là, en effet, de tireuse sur différents événements. Et donc, c'est la vulgarisation, je dirais, de ce mode de service qui est important parce que plus on sera nombreux à proposer ça et à le diffuser, mieux ce sera, bien sûr. Toujours en défendant les marques, quoi. J'insiste là-dessus parce que il y a aujourd'hui, ben ouais, c'est important à souligner parce que aujourd'hui vous avez des sociétés par exemple qui sont situées aux Pays-Bas. Je reviens moi des Pays-Bas là par exemple. Donc j'ai contacté deux sociétés qui étaient aux Pays-Bas pour leur demander s'ils trouvaient un intérêt à diffuser nos fûts. Et ils m'ont dit non, pas réellement parce que nous on importe des vins en vrac, on conditionne et on les diffuse. Mais en faisant ça, en fait, ce sont juste des vraqueurs. C'est pas des producteurs ou des négociants producteurs qui proposent une marque avec une certaine qualité de vin, avec tout ce qu'entraîne derrière une marque. Donc, ce sont juste des vraqueurs qui importent des vins, quelle que soit la destination. Souvent, malheureusement, c'est des vins de qualité basse et qui ensuite les proposent. Donc, le consommateur final, il demande un verre de rouge ou il demande un verre de rosé. Il demande pas un certain type de vin, une certaine marque, une certaine qualité. Et c'est ça qu'on arrive à imposer et ça, c'est la production qui doit le prendre en main. Très bien, merci pour ce témoignage. On va continuer sur l'impact RSE, notamment sur les ventes et les marchés. Justement, sur l'entreprise Calmel et Joseph, sur quels aspects de la RSE vous avez mis l'accent? Je pense que le plus grand travail qu'on ait fait, c'est cette histoire de fût, parce que c'est clairement une vraie action qui est enfin, pour la protection environnementale et l'empreinte carbone. Clairement, c'est un effet majeur. Après, on essaye d'être le plus, je dirais, alors sur la partie culture, on a quand même nous plus de 20 vins qui sont certifiés bio. Donc déjà à la vigne, on est déjà très orienté là-dessus. Notre domaine est évidemment 100% bio, toute culture confondue. Et après, on a mené des actions. Par exemple, on a
grosso modo 90% de nos vins qui sont dans des bouteilles Ecova, donc des bouteilles allégées. Voilà, il y a toute une gamme Amstramgram là qu'on vient de passer sans capsule. Enfin voilà, dès qu'on a la possibilité de faire des choses qui vont dans ce sens-là, on le fait. Alors, mettre en place une politique RSE, certains disent que ça a un coût. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un investissement. Pour vous, ça a un impact sur le prix? Parce qu'enlever une capsule, enlever une bouteille allégée par rapport versus une bouteille lourde, Oui. pour vous, c'est plus intéressant? Bien sûr, c'est plus intéressant, mais au-delà de ça, c'est une demande de plus en plus importante des marchés. Ouais. Tous les marchés de monopole, scandinaves ou d'autres marchés d'ailleurs sont de plus en plus dans la demande de ce genre d'action. Donc d'ailleurs, on n'a aucune difficulté à faire passer une gamme d'une bouteille lourde à une bouteille Ecova, léger. Et ça, c'est essentiellement sur des marchés, comme vous le disiez, plutôt scandinaves, des monopoles? Oui. Le seul marché qui ne bouge pas à ce niveau-là, c'est la Chine. La Chine, pour le moment, continue à vouloir des bouteilles lourdes, des choses comme ça. Mais après, tous les autres pays sont sensibles à cette démarche-là. On parle beaucoup du changement de rapport au vin chez les jeunes consommateurs qui sont peut-être moins attachés au code traditionnel. Comment vous adaptez-vous pour leur parler ou en termes de communication à travers le marketing? Alors, en matière de marketing, nous, on a un marketing, oui, qui est assez jeune, mais très traditionnel aussi. C'est un mélange des deux. Nous, on se lance dans des expériences. Donc, on fait des vins. On a fait, par exemple, un Carignan et un Cinsault avec des degrés aux alentours de 11 degrés, donc avec des degrés assez bas. Donc, très sur le fruit, très gouléant, avec beaucoup de buvabilité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un vin orange aussi. Voilà, on essaye de faire des vins avec qu'on ait un espace de liberté créative. Donc cette gamme, clairement, oui, elle s'adresse à des jeunes générations, à essayer de les amener à goûter des vins, voilà, et les amener à la dégustation des vins. Pas forcément à la consommation, mais une consommation, voilà, pas une consommation, bien sûr une consommation modérée, mais en tout cas une découverte, oui, du monde du vin. Alors, entre l'essor des vins plus légers, on va dire consommation locale, voire des vins en canette, donc vous avez associé la tireuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous pousser à encore, justement, innover un peu plus? Mais la tireuse, ça permet beaucoup de choses. Vous pouvez servir des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Vous pouvez servir des vins effervescents. On pourrait imaginer, oui, de faire des vins effervescents. Oui, on peut faire. Enfin, la tireuse, ça permet beaucoup de choses. En tout cas, voilà, ça a beaucoup de liberté et en même temps, aujourd'hui, on a du recul sur la qualité en fût qui reste. Ah ben parfait, impeccable, clairement. Alors, d'après vous, le marché export est-il plus réceptif à certaines pratiques RSE que le marché français? Oui, il y a des marchés, oui, qui sont très sensibles à ça. Tous les monopoles, de façon générale, pays scandinaves et Canada, sont très attachés à ça. Et après, je pense qu'en Europe aussi, les gens sont attachés à. Enfin, je vous dis, nous, le fait de, par exemple, d'avoir basculé tout en bouteille allégée sur 90% de nos gammes, ça n'a créé absolument aucune remarque chez nos clients. Ils nous ont juste, certaines nous ont fait juste la remarque, mais pourquoi vous avez changé de bouteille? On leur a dit, c'est dans une démarche environnementale, voilà, et du coup, vous faites des économies de transport, puisque on peut mettre plus de bouteilles sur une palette, donc ça vous coûte, le coût transport est amoindri à la bouteille. Enfin voilà, ils n'y ont trouvé que des avantages et ça les a absolument pas perturbés. Donc, non, je pense que globalement, oui, tous les marchés et tous les clients, enfin nos clients en tous les cas, sont sensibilisés à ça. D'accord. France export, mais plutôt l'export quand même. Mais nous, on est 85% export, donc, et en France aussi, oui, en France, bien sûr, nous on est sur les circuits traditionnels, donc, ouais, l'Horeca en général est plutôt favorable à ça, ouais, bien sûr. Alors, on parle de plus en plus de transparence et de traçabilité. D'après vous, est-ce que ce sera un critère incontournable pour séduire les consommateurs de demain? Oui, je pense, oui. Je pense que, de toute façon, il faut faire des vins personnalisés. Il faut que les vins aient une identité. Si vous proposez des produits qui sont très standards, vous intéressez peu de monde. Donc, voilà, et je pense que oui, les nouvelles générations, mais comme les anciennes,
Ils sont à la recherche aujourd'hui de vins qui ont des fortes identités. Donc, ils veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fait, quelles sont les valeurs que l'on défend. Oui, oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase, en quoi votre engagement RSE vous aide à répondre aux évolutions du marché, que diriez-vous? En 2015, quand on est arrivé dans le domaine, la première chose qu'on a fait, c'est de mettre le domaine en bio. Donc, je veux dire, c'est des valeurs que depuis toujours, on a à l'esprit et que l'on défend. Donc, on est autant attaché au respect de notre environnement qu'aux appellations, par exemple, qui sont notre histoire et notre patrimoine. Donc, il y a des choses il y a des valeurs, oui, dans la maison qui sont essentielles et auxquelles on est fortement attaché. Donc, c'est tout naturellement qu'on les défend. Voilà. Après, on ne se pose pas forcément la question si elles sont tendances ou réellement adaptées au marché. Voilà. En tout cas, on ne fait jamais des choses, on ne fait pas trop de choses, je dirais, pour le marché. On réfléchit aux attentes du marché, on essaye d'y répondre. Dès lors que ça ne va pas à l'encontre de nos valeurs et de nos valeurs et de nos convictions. Donc, on va dire qu'en fait, pour résumer, cet engagement, c'est vraiment au cœur des valeurs de Kamel et Joseph. Et c'est ça, oui. Et enfin, si vous deviez décrire Pays Doc à un jeune adulte, en une phrase, que lui diriez-vous? Oui, c'est une marque forte qui défend, oui, la diversité régionale. Oui, je pense que c'est ce qui le définit le mieux, IGPOC. Oui. Je remercie mon invité, M. Joseph et Pays Doc, de nous avoir éclairés par ce témoignage intéressant et concret sur le sujet qui résume aussi peut-être le futur du vin des Pays Doc. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.